Alors, bonjour à tous. Donc, on va commencer le cours d'aujourd'hui. Donc, avant de commencer, vous devez lancer vos machines virtuelles. Donc, la machine virtuelle qu'on a l'habitude d'utiliser, celle de Windows, et la machine virtuelle de Kali. Vous devez veiller d'abord, avant de commencer le cours, à ce que les deux machines puissent communiquer. Communiquer veut dire que les deux machines peuvent pinguer l'une l'autre. Alors, je commence par vérifier l'adresse IP de ma machine Windows. Bon, je l'avais préparée hier, mais bon, je ne me rappelle plus de l'adresse IP comme d'habitude. Donc, c'est 192, 168, 120. Je vérifie l'adresse IP de ma deuxième machine. C'est elle a eu le temps de démarrer, bien sûr. J'attends que la machine Linux démarre. Voilà. D'accord, donc j'ai bien confirmé les choses. Donc, je fais un ping. Merde. Donc, allez, ping Windows. Et Windows, ping Kali. C'est bon. Bon, c'est bon, tout le monde est prêt? Pas encore. Déjà démarré la première machine, je vous laisserai par la suite le temps de vérifier que les deux machines se pingent. Je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour que les deux machines se pingent, la méthode la plus simple, c'est de les mettre en mode bridge. Comme ça, vous communiquez via le routeur de votre maison. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est les mettre en mode réseau privé host. Donc, uniquement les machines peuvent communiquer entre elles sans communiquer avec l'extérieur. Sinon, vous les mettez carrément en mode NOT. Donc, à vous de choisir l'un des trois modes pour pouvoir faire communiquer vos machines. Ça, vous pouvez le faire dans les paramètres de la machine. Bon, moi, je commence. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est ce qu'on avait à vrai dire commencé à expliquer théoriquement hier, mais comme c'était la fin du cours, on n'a pas eu le temps vraiment d'avancer là-dessus. Donc, on va essayer de voir comment, s'il est possible de falsifier l'adresse de retour. Falsifier l'adresse de retour veut dire quoi? Alors, ce qu'on avait fait avant, c'était que nous avions un programme principal. Bon, là, il y a une petite erreur de frappe. Attendez, je la corrige. Frappe aussi. Alors, nous avions un programme qui s'appelait... Non, j'ai fait pire. Voilà. Alors, nous avons un programme principal qui invoque une fonction. Ensuite, nous avons le corps de la fonction. Donc, ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est que au moment où on est en train d'exécuter le programme principal, à un moment donné, il y a le retour de fonction, il y a l'appel de fonction. Quand il y a l'appel de fonction, ce qu'on fait,
On empile au niveau de la pile les paramètres d'appel de fonction. Ensuite, on empile l'adresse de retour. Donc, l'adresse de retour qui est l'adresse de l'instruction qui vient après l'appel de fonction. Par la suite, on empile notre EBP, les variables locales de la fonction pour qu'on puisse exécuter le corps de la fonction. Une fois qu'on exécute le return, on va dépiler tout ce qu'il y a au-dessus de l'adresse de retour, de telle manière à n'avoir que l'adresse de retour. Et ensuite, on revient vers notre point initial. Nous, ce qu'on cherche à faire maintenant, c'est d'abord d'avoir un programme qui est composé de trois parties. Il sera composé de notre main, donc notre corps principal, de la fonction 1, qui est la fonction invoquée par le programme principal, et d'une portion de code qui s'appelle do_not_execute, qui est une procédure ou une fonction appelée comme vous voulez, qui n'est invoquée nulle part. Donc, une exécution normale de ce programme consisterait à faire quoi? Elle consistera tout simplement à exécuter le main. À un moment donné, le main va invoquer la fonction numéro 1. La fonction 1 va faire sa définition de variable locale, va faire le traitement qu'elle est censée faire. Au moment où il y a le return, il va revenir vers l'instruction qui suit fonction 1 et continuer l'exécution. Normalement, à aucun moment, la fonction do_not_execute ne sera exécutée. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que le programme main s'exécute, il charge fonction 1. Au moment de la fin du return, au lieu de revenir vers le main, on veut qu'il revienne pour exécuter la fonction do_not_execute. Donc, en d'autres termes, ce que nous voulons faire, c'est essayer d'invoquer un binaire do_not_execute qui normalement n'est jamais censé être exécuté. Pour ce faire, on va essayer de falsifier l'adresse de retour en donnant l'adresse de retour de notre portion de code. Est-ce que c'est clair pour tout le monde théoriquement ce qu'on veut faire? OK. C'est clair, monsieur. Pas. Une remarque au Oui, niveau des variables locales. Monsieur, oui. voici le contexte est le main, j'étais la fonction. Voilà. Là, c'est le contexte, tu as la fonction. Vous parlez à ce niveau-là, variable locale et autres. Oui, c'est pas on garde le contexte à la main pour qu'il ne perde pas donc les variables locales diaboliques ou les registres avant que la fonction arrive, se charge à la mémoire centrale plutôt. Vous parlez à quel niveau? À ce niveau-là? Euh, voilà, تمام, monsieur, oui, Oui, c'est à le main là-dedans. c'est le main, d'accord, d'accord. Merci, monsieur. OK. Alors, si on essaye de voir le corps de notre programme, alors, il y a l'appel de librairie, ensuite nous avons la fonction do_not_execute, la function 1, et nous avons le corps de notre programme qui, lui, va faire une affectation de variable, une deuxième affectation de variable. Il va invoquer une fonction qui est function 1. La function 1, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une affectation de variable, une deuxième affectation de variable. Après, elle va faire son return. Donc, voilà. Donc, le corps du programme tel qu'il est présenté n'est pas censé exécuter autre chose. Alors, au niveau de votre machine virtuelle, allez vers votre poste de travail. Dans le poste de travail, ouvrez votre lecteur que vous avez décrypté et allez vers source sécurité applicative. Là, vous allez chercher un fichier zip qui s'appelle altering execution. Vous allez décompresser. Donc, altering execution, c'est le premier dossier. Vous allez trouver un exécutable à l'intérieur. Alors, on va ouvrir notre Immunity comme d'habitude. Dans Immunity, vous allez ouvrir votre fichier altering execution. Et voilà. Voilà.
Est-ce que tout le monde est au même niveau que moi? Non. Oui, Mouma, vous êtes à quel niveau? On est configuré les adresses IP. Prenez les adresses IP pour le moment. Je vous laisserai du temps après pour les configurer. Ouvrez votre programme Altering Execution dans Immunity. Alors, commencez par essayer de localiser la fonction should not execute. Alors, est-ce que quelqu'un a pu trouver ça? Alors, il y a Boudilla qui me donne une adresse. Effectivement, la fonction should not execute commence à partir de l'instruction W040 15 20 jusqu'à l'instruction W040 15 8A. C'est pas le... 5.3E plutôt, pardon. Jusqu'au W040 15 3E. Automatiquement, vous allez voir en dessous la fonction function1 qui, elle, commence à partir du W040 15 3F jusqu'au W040 15 59. Et systématiquement, vous allez avoir votre programme principal qui commence juste à l'instruction qu'il y a après. Donc, c'est cette portion de code qui commence au W040 15 5A jusqu'au W040 15 8A. Donc, c'est bon, tout le monde a identifié les trois portions de code. Dites-moi, s'il vous plaît, le point d'appel de la fonction A1, il est où? Identifiez-moi le point d'appel de la fonction 1. Là où il y a le cal, monsieur. Donnez-moi apprenez à parler en termes d'adresse. 1563. 15 040 63. 15 63. D'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord avec lui? Monsieur, c'est 15 7F. Et pourquoi? Il y a le call dans le main. Pourquoi c'est le deuxième et non pas le premier? C'est ça la question. Le premier, vous avez dit que c'est un appel système. Il y a une autre indication. Remarquez, s'il vous plaît. Lisez les deux Monsieur, calls. il y a l'adresse. Il y a les affectations avant. Non, non, non. En dehors des affectations. Pour que les choses soient plus claires. Monsieur, le code qui a une adresse à la fonction 1. Voilà, tout simplement. Si vous avez remarqué, tout à l'heure, je vous ai demandé, donnez-moi l'adresse de début et de fin de chaque portion de code. Le début et la fin de do not execute, début et fin de function1, début et fin du main. Quand vous avez les deux calls, le premier, regardez quelle adresse il invoque. Et le deuxième, regardez quelle adresse il invoque. C'est le deuxième qui est en train d'invoquer le début de votre fonction, le putsch EBP de la fonction. Ce n'est pas le cas du premier. Et je vous ai dit la dernière fois, le premier est un appel système que vous allez retrouver à chaque fois au niveau des programmes principaux.
Basez-vous sur les adresses pour pouvoir retrouver vos bons appels. Parce qu'un appel se fait toujours en utilisant une adresse. Bon, maintenant que vous avez trouvé votre call, insérez un breakpoint au niveau du call. Breakpoint directement, faites un F2. Maintenant, normalement, vous savez le faire. Dès que vous insérez, vous allez avoir la couleur qui va changer. Une fois que vous avez inséré votre breakpoint, vous allez lancer votre programme en appuyant sur Play. Bon. Vous allez remarquer que votre programme va s'arrêter au niveau de votre breakpoint. Et pour être sûr, relevez la valeur de votre registre EIP. Vous allez remarquer que EIP pointe sur l'instruction 0040 15 7F. EIP, ceux qui ne l'ont pas identifié, il est à ce niveau-là. Pardon, celui-là. Et là, il est en train de pointer vers votre call. On va exécuter, pardon, on va exécuter la prochaine instruction. Donc, on clique ici. Et là, nous remarquons que l'adresse de retour a été empilée au niveau de la pile. Donc, à ce niveau-là. Et l'adresse de retour, c'est quoi? C'est la prochaine instruction à exécuter après le call. Et automatiquement, votre pointeur EIP pointe sur le putsch EBP qui est la première instruction de votre fonction 1. Donc, notre objectif maintenant est de modifier l'adresse de retour en la remplaçant par l'adresse de la fonction do not execute que vous avez identifié tout à l'heure qui était le 0040 15 20. Dans Immunity, c'est très facile à faire. Donc, il suffit de sélectionner l'adresse au niveau de la pile et de mettre Modify. Donc, on va prendre l'adresse qui est là. Donc, c'est l'adresse de retour. Je clique dessus. Vous cliquez avec le bouton droit. Faites Modify pour le moment. Dès que vous faites Modify, on va remplacer dans la valeur hexadécimale. Je vais mettre mon adresse de retour qui est 00 40 15 20. Rappelez-vous, le 00 40 15 20, vous pouvez vérifier, il pointe à ce niveau-là. C'est le début de la fonction do not execute. Alors, dès que vous avez modifié au niveau de la pile l'adresse pour mettre le 00 40 15 20, vous appuyez sur OK. Et vous allez remarquer que le changement a été fait. C'est bon? Tout le monde était au même niveau que moi? Non, monsieur, s'il vous plaît. Exécutez une instruction باش في لابيل زادت هذيك. Oui, une instruction. Donc, on a appuyé ici, sur ça. De telle manière que l'exécution s'arrête à ce niveau-là, au niveau du putsch EBP. Les autres, c'est bon? Tout le monde est au même niveau. OK. Donc, on va essayer d'avancer doucement. Monsieur, l'adresse qu'on a mis pour la redirection, t'as ou non? Tu as la fonction do not execute. C'est elle qu'on veut exécuter maintenant. Donc, je continue l'exécution instruction par instruction en appuyant ici. Donc là, j'ai exécuté le putsch BP. J'exécute mes instructions de move, le deuxième move, le troisième move. Et là, je m'arrête au niveau du livre. Dès que j'exécute le livre,
Je remarque que c'est mon adresse de retour qui est au sommet de pile. Normalement, le programme est censé avoir cette nouvelle adresse de retour qui va être exécutée par la suite. Donc, dès que j'exécute une instruction, donc j'exécute mon return, je vois qu'au niveau de EIP, il a chargé mon adresse de retour. Donc EIP, il est là. Vous remarquez qu'au niveau de EIP, il a chargé mon adresse de retour. Et que l'instruction, elle pointe sur quoi? Elle pointe sur le putsch EBP de la fonction do not execute. Il n'est pas revenu là où il était censé revenir tout à l'heure. Donc il était censé revenir à ce niveau-là. Donc là, on a fait un routage de l'adresse de retour qui l'oblige à aller vers le do not execute. Là, on va finaliser l'exécution de notre programme en cliquant sur Play. Que remarquez-vous? Alors, je peux carrément... Vous pouvez afficher la fenêtre invite de commande qu'il y a en bas pour voir. Là, vous remarquez qu'il a affiché should not execute. Il l'a affiché parce qu'il y avait un print quelque part. Mais que remarquez-vous d'autre? Alors, Le programme a terminé sans passer par fonction 1. pardon? Le programme a terminé sans exécuter fonction 1. D'accord, pas d'autre? Bon, on va refaire l'exécution. Ça permettra à ceux qui n'ont pas suivi tout à l'heure de suivre. Donc là, on avait notre breakpoint, on a fait notre exécution, on s'est arrêté au niveau de notre instruction. Donc, dès qu'il y a l'appel de fonction, il y a l'instruction, l'adresse de retour qui est empilée. On clique avec le bouton droit sur l'adresse de retour. On fait Modify. On charge la nouvelle adresse de retour qui se termine normalement par un 20. Donc 15-20. Je modifie uniquement la fin. Et je fais OK. Je continue l'exécution de ma fonction. Je vois qu'après le livre, j'ai mon adresse de retour qui remonte. J'appuie encore une fois, mon adresse de retour est chargée dans EIP. Et là, je suis en train d'exécuter la fonction qui est censée s'exécuter. Bon, je continue l'exécution de ma fonction. Je fais mon leave. Je fais mon return à ce niveau-là. Alors, quand je fais une exécution supplémentaire, vous regardez le message d'erreur qui s'affiche. Alors, qui peut m'expliquer pourquoi j'ai ce message d'erreur? Parce on a essayé d'exécuter le code qui se trouve dans l'emplacement 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, qui est l'argument de la fonction 1 dans main. D'accord. Quand on fait leave dans should not execute, on désempile l'emplacement
Et on Je vais- trouve au sommet de la pile, on trouve l'argument. Alors, réellement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle une violation d'accès mémoire. Alors, je vais refaire les étapes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? On va refaire les étapes doucement pour vous montrer pourquoi est-ce qu'il y a eu la violation d'accès mémoire. Donc, on lance notre play. Donc, ce qu'on avait fait ici, c'était de modifier notre adresse de retour. Donc, on avait mis notre 20. Donc, au niveau du return, Monsieur, pardon. Comment oui, vous récupérez le code? quel J'arrive code? pas à récupérer. Restart. Vous avez fait des bugs Ah, restart. vous faites debug et restart. Automatiquement, vous allez avoir le code qui va Mais se... j'arrive pas. Sincèrement, je ne vois pas votre écran, donc je ne peux pas vous guider. Enable to terminate process. Oui, il ne termine pas le process parce qu'il y a eu un code d'erreur. Sinon, fermez et réouvrez, il n'y a pas de souci, ça ne change rien. Ah, d'accord. Au pire des cas, fermez et réouvrez. Donc, vous remarquez qu'au niveau du livre, dès qu'on fait le livre, regardez le sommet de pile qu'il a avant de faire le return. Il pointe vers le 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Parce que c'est la dernière valeur qu'il y avait en mémoire. Or, il va faire un return à cette adresse et ceci va causer ce qu'on appelle une violation d'accès mémoire. Pourquoi? Parce que c'est une adresse qui est inaccessible au niveau de la mémoire. Donc, c'est l'exécution de la fonction ret qui va récupérer une adresse qui est au sommet de pile. Or, cette adresse n'a pas lieu d'être. Donc, si on veut que le programme puisse se terminer normalement, on est censé exécuter une routine qui s'appelle exit process, juste après le ret. Donc, la fonction exit process est censée être généralement à l'intérieur de la DLL kernel 32. Donc, je répète. Si on veut que notre programme se termine normalement, on doit exécuter une fonction qui s'appelle exit process. Cette fonction exit process se trouve dans la DLL kernel 32. Donc, c'est une fonction qu'on peut trouver généralement très facilement. Donc, alors, est-ce que quelqu'un sait comment faire déjà? Monsieur, mettre un breakpoint dans le ret de main Non, non, et non, non, non. exécuter normalement. Non, 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 non. On va pas faire de breakpoint ni autre chose. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de chercher, j'ai dit la fonction tout simplement exit process qui se trouve dans la DLL kernel 32. Tout simplement. Maintenant, la question que je vous pose, où est-ce que vous allez la chercher? Après l'exécution du main, monsieur. Pardon? Après l'exécution du main. Non, attendez, regardez. Là, c'est à ce moment-là qu'on doit la chercher. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement de chercher l'emplacement de la fonction exit process, trouver l'adresse de cette fonction au niveau de la mémoire et remplacer l'adresse de retour qui me pose problème à ce niveau-là par l'adresse de la fonction exit process. Voilà un peu le travail qu'on veut faire. Maintenant, comment est-ce que je peux trouver l'adresse de cette fonction exit process qui se trouve dans la DLL kernel 32? C'est ça la question que je vous pose. Il faut savoir déjà que quand on est dans un environnement Windows, les DLL nécessaires au fonctionnement du système sont déjà chargés en mémoire. D'accord? Donc, ça veut dire que quelque part dans la mémoire, donc dans votre RAM actuellement, vous avez la DLL kernel 32 qui est chargée. Dans cette DLL kernel 32, il y a une fonction qui s'appelle exit process. Comment est-ce qu'on peut la trouver? Est-ce que je vais parcourir manuellement
ma mémoire هكذا ونقعد نحوس عليها ou là est-ce qu'il y a moyen de procéder autrement? C'est ça la question que je vous pose. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On fait un clic droit, tout simplement. On va lancer un processus de recherche des plus ordinaires. Donc, vous allez vers Search for. Ensuite, vous cherchez Name in all modules. Donc là, vous avez les noms de tous les modules. Et là, vous allez taper tout simplement Exit. Process. Et là, en tapant Exit Process, alors où est-ce qu'elle est? Find Exit Process, vous la trouvez à ce niveau-là. Donc, c'est kernel32.exit process. Est-ce que tout le monde la voit? Du moins sur mon écran. Ne vous inquiétez pas, on va refaire la procédure pour que vous puissiez la faire doucement chez vous. Donc, je ferme. Alors, ce qu'on a fait, on avait dit, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est qu'au moment où on a fait le déroutement vers notre fonction qui s'exécute, donc de notre execute, le problème avec cette fonction, c'est que c'est bon, elle s'est exécutée. Mais le programme, quand il veut, il se termine, donc la fonction de notre execute se termine. Ce qu'il fait, c'est qu'il est en train d'avoir une adresse de retour qui est déjà empilée en mémoire, qui est le 11 22 33 44. Or, cette adresse est une adresse qu'on ne peut pas invoquer parce que ça va causer une violation d'accès mémoire. Donc, pour éviter ça, on doit utiliser une routing system qui permet tout simplement de quitter le process de manière normale. On doit l'invoquer. Pourquoi? Parce que la fonction Diana ne sait pas revenir par elle-même vers le main, qui lui va terminer le programme normalement. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement se renseigner. En se renseignant, on va trouver qu'il n'y a que tous les programmes pour s'arrêter normalement utilisent une fonction qui s'appelle exit process. Cette fonction, elle se situe où? Elle est au niveau de la DLL kernel 32. Il faut savoir que chaque fois que vous exécutez un programme ou un processus, vous avez la DLL kernel 32 qui est en permanence chargée dans votre RAM. Si elle est chargée dans votre RAM, ça veut dire que l'ensemble des fonctions ayant trait à cette DLL sont déjà dans votre mémoire. Donc, nous, on va tout simplement essayer de trouver l'adresse de cette fonction. Donc, pour trouver l'adresse de cette fonction, on va vers les adresses qui sont là. Cliquez sur n'importe quelle adresse avec le bouton droit et allez vers Search for. Une fois que vous avez cliqué sur Search for, vous allez chercher Name in all modules. Vous allez avoir cette fenêtre qui va s'afficher. Dans cette fenêtre, vous allez taper le nom de la fonction que vous cherchez. Donc, je tape Exit Process. Quand je tape Exit Process, elle est en bleu. Donc, je la vois ici, c'est kernel32.exit process. Si vous avez peur de ne pas retenir, vous faites tout simplement copy to clipboard. Bon, je copie uniquement l'adresse. Je prends mon bloc-notes. Alors, il faut que je trouve. Voilà. Et je copie cette adresse. Alors, l'adresse que je viens de copier, attendez, est-ce que c'est la bonne adresse? J'ai copié. Ah non, oui, c'est bon. 77 PE 121 C. Ok, parfait. Alors, une fois que j'ai copié mon adresse, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais changer tout simplement la valeur de la variable par l'adresse de la routine exit process. Et là, on pourra terminer le programme le plus normalement du monde. Alors,
Je prends mon adresse. Je réagrandis mes fenêtres. Et à ce niveau-là, je fais tout simplement un modify. Je mets mon adresse. Et je continue mon exécution. Et là, mon programme se termine le plus normalement du monde. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Maintenant, la question qu'on se pose. Monsieur, Oui, s'il vous plaît, لو كان في لو كا وين ما درناش نديرو روتمون d'accord. يعني كان عندنا لو مين كيما كان دونك لو مين هذا كيل في ابل هاد لا فونكسيون جايه Effectivement, بحال هادوكا le main fait appel à cette fonction. داكور. C'est pour ça qu'on a fait appel à cette fonction, parce que le main, par défaut, va faire appel à cette fonction. Maintenant, une fois que le cours sera terminé, vous pouvez vous amuser chez vous. Alors, ce que vous pouvez faire, vous faites le play. Ensuite, vous vous rappelez, je vous ai expliqué la différence entre ces deux boutons. L'un va rentrer dans les fonctions appelées, l'autre non. Donc, si je fais ça, vous remarquez qu'il ne va pas rentrer dans le call. Il passe directement à l'instruction suivante. Ensuite, quand vous allez faire le leave et le read, cliquez ici. Utilisez le deuxième bouton pour rentrer dans les fonctions système invoquées. Et là, vous allez voir qu'il va rentrer dans plusieurs process système, notamment exit process. Et là, vous allez voir que vous allez rentrer carrément dans exit process, etc. Et vous allez voir en détail les différentes phases qui permettront à un programme de se terminer normalement lors d'une exécution. Alors, donc pour résumer un peu ce qu'on avait dit. Donc notre programme s'est planté pour la simple raison que la fonction frauduleuse n'a pas pu retrouver une adresse de retour correcte pour te permettre une terminaison normale du programme. Donc la différence entre les deux fonctions, c'est quoi? Elle réside déjà dans le nombre d'arguments, parce que si j'étais au niveau de ma fonction 1, je n'aurais pas eu ce problème. Je serais revenu directement vers une adresse de retour correcte. Et dans le fait que s'il y avait eu un retour à partir de la fonction initiale vers le main aurait pu invoquer le processus de terminaison normale. Donc jusqu'à maintenant, ce que vous avez appris qu'on peut faire un déroutement d'une adresse de retour, que le déroutement d'adresse de retour et le lancement de votre shellcode, ou appelez-le comme vous voulez, peut fonctionner, mais peut causer un crash à la fin. Pourquoi il peut causer un crash? Si vous ne prenez pas en charge de manière correcte la terminaison de votre programme. Donc maintenant, on va essayer de faire un peu la même chose, sauf que maintenant, au lieu d'injecter une fonction, on va essayer d'injecter un shellcode. Alors, ce que je vous demande maintenant, avant qu'on commence à faire ça, vous devez démarrer. Bon, ne suivez pas les adresses que j'ai mis ici. Bon, je les ai mis pour moi. Vous pouvez utiliser d'autres adresses. Vous allez lancer votre machine Windows. Elle est déjà lancée. Vous allez lancer votre machine Kali. Et vous devez mettre en place vos adresses IP, faire votre configuration pour que les deux machines puissent communiquer entre elles. Ça veut dire que chacune pourra pinguer l'autre. Je vous laisse 2 à 3 minutes pour le faire. Entre-temps, je vérifie que chez moi, ça marche aussi. Ce serait drôle que ça ne marche pas chez moi aussi. Monsieur, Oui, VirtualBox كيفاش نخرجوا من بلان ايكرون؟ درتها بلان ايكرون ما قدرتش. bouton CTRL droit et F. Ou bien CTRL droit et L. Je reviens une seconde. J'ai mon plombier qui vient d'arriver.
Bonjour, désolé du retard. Donc, je vous disais tout à l'heure que c'est bon pour la communication entre les deux machines. Tout le monde a réussi à le faire. Vous m'entendez au moins? Oui, monsieur, on vous Ok, entend. parfait. Donc, vous êtes censé avoir ça, 192. Donc là, à mon niveau, le ping fonctionne. Le deuxième ping. Ah merde, j'ai fait n'importe quoi tout à l'heure. Dans Windows, j'ai pingé Windows lui-même. Bref, c'est pas méchant. Oui, ça marche. Ok. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous deviez vérifier la connectivité. Vous l'avez fait. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est quoi? Nous allons avoir un programme main. Le programme main va essayer d'invoquer une fonction 0, une fonction 1. La fonction 1 va faire sa définition de variable locale, va faire son traitement, va faire un return. Au moment du retour, au lieu de revenir vers le main, on va essayer de revenir vers notre shellcode que vous voyez à ce niveau-là. Donc, voilà un peu notre shellcode. On en discutera par la suite. Et voici notre programme. Notre programme qui est la fonction 1 qui va faire une affectation de variable, deuxième affectation, un return i. Ensuite, le programme principal qui va faire une affectation de variable, deuxième affectation de variable. Ensuite, il va y avoir un appel de fonction avec un return 0. Oui, pardon une seconde. Merde. Désolé, le plombier toujours. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Qui peut me rappeler ce que j'ai raconté? Ah oui. Donc, nous avons la fonction 1. Ensuite, nous avons notre programme principal qui invoque notre fonction. Donc, voilà un peu le corps de notre programme. Donc, on revient vers notre machine. On va essayer de chercher le programme qu'on va exécuter. Donc, le programme, vous allez le trouver dans Source Sécurité Applicative. Ensuite, vous allez chercher le programme qui s'appelle exec shellcode. Alors, c'est celui-là, exec shellcode. Vous allez le décompresser, extraire les fichiers, comme tout à l'heure. Et vous allez avoir un dossier qui s'appelle exec shellcode, que voici. Donc, on va commencer par ouvrir notre exec shellcode dans Immunity.
Je cherche mon exec shellcode. Voilà. Ah, ça doit être- Donc là, vous avez votre exec shellcode qui est déjà ouvert. Donc là, on le voit. Alors, la question que je vous pose, c'est quoi un shellcode? Déjà. Depuis tout à l'heure, je parle de shellcode, mais c'est quoi un shellcode? Sheloah, C'est un code exécutable. exécutable. D'accord. Plus de détails. Quelqu'un peut me donner plus de détails? C'est une succession d'opcodes. D'accord. Maria, c'est quoi des opcodes? Maria, vous êtes là? Ça commence. Maria une fois, Maria deux fois, Maria trois fois. Apparemment, Maria n'est plus avec nous. D'accord. Qui peut me dire c'est quoi des opcodes? Alors, qu'est-ce qu'un opcode? Boutiba. C'est les instructions exécutées par le processus. D'accord. Alors, donc si on veut résumer, C'est un une séquence de code. shellcode, c'est quoi? C'est tout simplement un langage que comprend la machine et qui est directement exécuté par le processeur sans avoir besoin d'être ni compilé, ni assemblé, ni linké. Donc, on ne fait ni de link, ni d'assemblage, ni de compilation. Et au niveau de Immunity Debugger, déjà, il vous affiche les instructions en shellcode. Si vous remarquez, en opcode plutôt, si vous remarquez à ce niveau-là, vous avez vos instructions en assembleur et à côté, elles sont en opcode. Donc, il faut savoir que la création d'un opcode est une opération qui est longue et complexe. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez prendre votre clavier et commencer à rédiger par vous-même. C'est pour cela que généralement, nous utilisons certains outils qui génèrent des shellcodes. La plupart du temps, je pense que la plupart d'entre vous connaissent un certain outil qui s'appelle Metasploit. Donc, Metasploit est un outil qu'on va utiliser pour générer des shellcodes. Donc, vous avez vu le shellcode que je vous ai montré tout à l'heure au niveau du programme. On va essayer de le générer ensemble maintenant en utilisant Kali. Alors, au niveau de votre Kali, ouvrez un terminal. Bon, normalement, vous êtes censé avoir déjà un terminal. Bon, désolé pour le bruit, c'est mon plombier, donc j'ai pas le choix. Il faut que je ramène un plombier aujourd'hui. Bon, bref, on va pas rentrer dans ces détails. Donc, vous allez supporter le bruit de la chignole durant tout le reste du cours. Alors, ouvrez un terminal. Au niveau de votre terminal, vous allez taper la commande msf venom espace -p Windows /shell underscore bind underscore tcp espace -f espace c. C'est bon, tout le monde a vu la commande msf venom-p Windows
/shellbind tcp-fc. Dès que vous exécutez la commande, il est censé générer le shellcode qu'on a vu tout à l'heure. C'est un peu long. Bon, j'ai pas alloué beaucoup de ressources à cette machine, donc c'est normal que ce soit un peu lourd. Monsieur, Oui, vous pouvez réécrire la commande, je la vois pas. elle est affichée sur l'écran. MSF Venom. Je vois pas. Ah, voilà, elle vient de venir. Allez, c'est bon. Elle vient de venir. Ah, d'accord. Ok. Merci. Bon, je pense que pour le prochain cours, je vais augmenter le. Je devrais augmenter la taille de la RAM, le nombre de parts que j'ai octroyé à cette machine virtuelle. Voilà. Alors, là, vous remarquez que le shellcode s'est affiché. Il vient d'être généré. Alors, c'est ce shellcode que j'ai copié dans un programme C, que j'ai compilé et pour lequel j'avais généré un exécutable. D'accord? Maintenant, si on veut connaître le programme qui se cache derrière ce shellcode, il suffit de compléter la commande comme suit. Donc, on réécrit la commande de tout à l'heure. Donc, msf venom-p windows /shell _bind _tcp -f. Sauf que là, on va lui dire row tilde NDISASM -U tiré. Là, il va nous donner carrément le code assembleur qui correspond à ce shellcode. Azdine, c'est ça. Monsieur Bouchtot, vous êtes là? Oui, monsieur. Oui, je suis là. Je fais exprès de ne pas mettre les commandes au niveau du chat pour que les gens soient obligés de les écrire et non pas de les copier. Parce que s'ils copient les commandes, d'accord. ils vont pas les apprendre. Le fait de l'écrire, ça va les forcer à retenir certaines choses. Donc, évitez s'il vous plaît de mettre les commandes au niveau du chat. D'accord, merci. Donc là, vous avez carrément le code assembleur qui s'est affiché et qui correspond au shellcode qu'on vient de générer. Donc, le shellcode, le voilà. Le code assembleur est juste en dessous. Ceux qui n'ont pas vu la commande, vous réaffiche la commande pour que vous puissiez la taper par vous-même. Sinon, je vous l'affiche en bas. Si tout le monde est au même niveau, on pourra avancer. C'est bon, personne n'est en retard. OK. Alors, là, on va revenir vers notre Immunity. Alors, au niveau de Immunity, on doit identifier tout simplement le code de notre fonction. Alors, le code de votre fonction, il est où? Que quelqu'un me donne l'adresse du call. Bon, j'ai mis la souris dessus, donc j'enlève la souris. Au niveau de votre programme, donnez-moi l'adresse du call. Oui, C'est le 0040 15 60. effectivement, c'est le 1560. Donc, notre call se trouve à ce niveau-là. Comme d'habitude, on va insérer un breakpoint au niveau de notre call. Donc, appuyez sur F2.
On lance notre exécution. Le programme va s'arrêter au niveau du call. J'insère une seule instruction. Tac. Et là, je remarque que l'adresse de retour, qui est le 40 15 65, vient d'être empilée au niveau de la pile. Là, vous le remarquez à ce niveau-là. Maintenant, il va falloir que je modifie mon adresse de retour pour qu'elle pointe vers mon shellcode. Pourquoi? Parce que le shellcode... Maintenant, il y a un petit problème. Il faut savoir que de manière générale, les shellcodes sont définis comme étant des variables de type unsigned, donc des variables non signées. Et généralement, les variables non signées, il est assez complexe de les retrouver dans un corps d'un programme en langage assembleur. Donc, on devra chercher notre shellcode dans la section xdump, donc dans le dump de la mémoire. Qui peut me dire le dump de la mémoire, on le trouve dans quelle fenêtre? Rappelez-vous l'un des cours précédents où je vous avais expliqué le rôle de chacune des 4 portions des fenêtres. Gauche À en bas. gauche en bas. Pardon? Le dump, oui. Je vous entends. Bas à gauche, monsieur. Alors, c'est en bas à gauche, effectivement. Notre fenêtre de dump de la mémoire, c'est en bas à gauche. Donc, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le dump de la mémoire. Donc, c'est tout ce qu'il y a au niveau de votre mémoire. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous vous rappelez du shell de tout à l'heure? Alors, mon shell, le voilà. Non. Non. Alors, si je remonte vers mon shell, je vois qu'il commence par quoi? Il commence tout simplement par un XFC, XE8, X89, X00. Je vais essayer de faire une recherche dans la mémoire de cette séquence de code pour essayer de retrouver mon shellcode. Donc, pour faire la recherche dans la mémoire, je vais aller vers la fenêtre dump de la mémoire. Je vais faire un clic droit. Ensuite, au niveau de mon clic droit, je vais faire un search for, comme tout à l'heure. Pour le search for, je vais faire la recherche de binary string, donc vous n'avez pas trop le choix. Vous allez avoir cette fenêtre qui s'affiche. Au niveau de cette fenêtre, vous allez lui copier le début de votre, comment on appelle ça, de votre shellcode. Donc, on avait dit FC, E8, 89, 00. Vous remarquerez que qu'on ne met pas les X, parce que là, il sait déjà que c'est du hexadécimal, parce que là, j'ai saisi dans la fenêtre X. C'est 82, monsieur, pas 89. Pardon? C'est 82, pas 89. Vous êtes sûr? Une seconde, je revérifie. Ok. Ah oui, 82, merci. Oui.
Ouais, je suis revenu, pardon, désolé. Alors, une fois que vous avez saisi votre chaîne, vous allez cliquer sur OK. Et vous allez chercher. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, c'est quoi le problème? Chez moi aussi, c'est la même chose. Je la trouve pas. Une seconde. D'accord, c'est bon, une seconde. Mettez 89 et non pas 82, je vous expliquerai tout à l'heure. Alors, s'il vous plaît, mettez 89 et non pas 82, parce que quand j'avais généré le shellcode, j'avais généré le shellcode avec une commande différente. Donc, ce qui a fait qu'il y a eu une petite différence au niveau du shellcode. D'accord? Donc, faites un 89 et non pas un 82, s'il vous plaît. Ensuite, je vais vous donner la commande que j'avais utilisée hier soir pour générer le shellcode. Sincèrement, je ne me rappelle plus ce que j'avais fait. Donc, ensuite, on récupère l'adresse du début de notre shellcode, qui est le 40 30 20. Et on va l'utiliser pour remplacer l'adresse de retour que nous avons. Donc, notre adresse de retour qui est à ce niveau-là, je vais faire uniquement un modify et je vais la remplacer par l'adresse de mon shellcode qui est le 00. Alors, 40 30 20. Et là, je vous remarquerai qu'on a remplacé, comme tout à l'heure, l'adresse de retour. Et là, je continue l'exécution de mon programme instruction par instruction. Jusqu'à arriver au livre. Bon, une fois le livre exécuté, j'ai l'adresse de retour. Alors, vous remarquerez que l'adresse de retour, c'est l'adresse de retour du shellcode et non pas du main. J'exécute une fois. Et là, vous remarquerez que à ce niveau-là, c'est le FC. C'est exactement la chaîne que nous avions tout à l'heure. FC, E0, 89, etc. Donc, c'est notre shellcode qui va être exécuté à ce niveau-là. Donc, étant donné que c'est le shellcode qui va être exécuté, donc, on finalise l'exécution du programme. Donc, on appuie sur le triangle. Là, vous remarquerez que le programme s'est terminé sans se cracher pour autant. Ceci est dû tout simplement que le shellcode, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de mettre un écoute sur un port de votre machine. Donc, pour cela, on va ouvrir notre invite de commande au niveau de Windows. Attendez, pardon. C'est bon. CMD. Donc, si vous faites un netstate-an, alors, vous allez remarquer l'écoute au niveau du port 4444. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'écoute au niveau du port 4444? Parce que nous l'avons programmé nous-mêmes. On a ouvert un port au niveau de la machine grâce à notre shellcode. Là, on va revenir vers notre machine Kali. Voilà. Au niveau de ma machine Kali, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement essayer de me connecter au port que je viens d'ouvrir. Donc, je fais netcat
Là, chacun utilise l'adresse IP avec laquelle il a configuré sa machine Windows, d'accord? Et je lui donne le numéro de port, qui est le 4444. Et là, vous remarquez directement, il me dit que c'est bon, je suis connecté à la machine Windows. Donc, pour vérifier que je suis directement sur la machine Windows, je vais lui faire... Pardon. Par exemple, la commande dire. Et là, dire, vous remarquerez qu'elle s'exécute par rapport au dossier dans lequel je suis. Donc, je suis dans le dossier L, source sécurité applicative, etc. Si je fais, par exemple, cd anti-slash, dire, et là, vous remarquerez que c'est les dossiers que j'ai au niveau de la machine Windows, le challenge, coding, forensic, network, reverse, etc. Pour avoir le cœur net, vous pouvez faire un IP config. Et là, vous avez l'adresse IP de la machine Windows. Donc là, en utilisant ce shell, nous sommes arrivés à nous connecter directement sur notre machine Windows. C'est ce que fait de toute façon un TCP bind. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire? Parce que Monsieur, là, s'il vous plaît, vous pouvez remonter un peu plus haut au niveau du terminal Kali. au niveau de Kali ou bien au niveau de Windows? Kali. Bien sûr. Merci. Non, attends, là-bas. Là où on a fait le netcat. Exactement. Donc là, vous mettez l'adresse IP de votre propre machine, la machine Windows telle que vous l'avez configurée, avec le numéro de port. L'idée, c'est de Oui, vous c'est bon, montrer. c'est fait. Ok. L'idée, c'est de vous montrer tout simplement qu'en faisant un détournement de l'adresse de retour, on peut injecter n'importe quoi. Ça peut être un shellcode, ça peut être une fonction qui n'est pas invoquée, etc. Donc, là, on ne va pas le faire aujourd'hui. La prochaine fois, on va essayer de voir d'autres techniques de réécriture de la pile, mais à distance. Ça dit comment est-ce que je peux le faire sans être sur la même machine. Bon, désolé pour le bruit, là, j'ai pas le choix, j'ai une fuite chez moi. Donc, je pense qu'on va arrêter à ce niveau-là pour aujourd'hui, sauf si vous avez des questions auxquelles je répondrai volontiers. Monsieur, sur la machine Windows, pour avoir le port, je donne la commande Pour avoir quoi? pour avoir le port. Le corps de quoi? C'est le corps, le port. Ah, le port. Non, le port, il est défini au niveau du TCP bind. C'est pas au niveau de la machine Windows. Donc, c'est au niveau du shell que vous définissez le port d'écoute. Maintenant, pour savoir quel est le port d'écoute pour le vérifier, c'est la commande netstate-an. Elle est là. D'accord, merci. Ça vous permet d'avoir la liste de tous les ports d'écoute qui se trouvent sur votre machine. Bon, si vous n'avez plus de questions, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui.